La mission Biodysseus est une première mondiale. Avec mon équipe, nous allons vivre confinés plusieurs mois sous l'océan Arctique. Je m'appelle Alban Michon, je suis explorateur et j'ai réalisé auparavant plusieurs expéditions qui m'ont permis de comprendre et d'observer l'évolution du monde polaire. Parce que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde, j'ai donc décidé de repartir à l'aventure et de créer la première base de recherche sous-marine océanographique et spatiale dédiée à la science et aux technologies. Cette base, dont l'empreinte environnementale sera réduite au maximum, répond à plusieurs objectifs: transportable, modulable, évolutive et pérenne. Fixé à une dizaine de mètres de profondeur, à pression atmosphérique, cet habitat le plus autonome possible pourra accueillir un équipage de 4 biocéanotes pendant 6 mois. Cette base permettra également de simuler des sorties extravéhiculaires en plongée afin de préparer d'éventuelles missions spatiales. Notre départ sous la banquise est prévu fin 2025 pour la science et le monde de demain. Alors, la mission Biodysseus, c'est une station de recherche sous-marine, océanographique et spatiale. Alors, avant d'aller plus en détail sur ce projet, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de vous parler du commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, vous vous rappelez, dans les années 1980, sur Antenne 2, il passait tous les dimanches après-midi, il nous le faisait rêver, en tout cas pour certains et certaines d'entre nous. Moi, il m'a donné l'envie d'oser, explorer le monde, de le découvrir, de tester. Et un jour, il a dit, chaque fois que j'utilise la raison, chaque fois que j'utilise la logique, je suis très pessimiste. Et quand j'écoute mon cœur et quand j'écoute ma foi, j'en deviens très optimiste. Et moi, j'ai décidé d'écouter mon cœur et ma foi et de créer ma propre vie et de faire de la plongée. Parce que comme il m'a donné l'envie, j'ai réalisé à l'âge de 11 ans ma première plongée et j'avais ma maîtresse d'école qui nous avait demandé d'écrire notre rêve. Et j'avais écrit mon rêve sous-marin. Donc j'avais commencé par, depuis que je suis tout petit, je rêve d'être un plongeur professionnel. Bon, c'est écrit, donc j'ai réalisé la vie que je voulais. J'ai pas fini encore. J'ai eu 6,5 sur 10, je préfère préciser. Voilà, donc j'ai eu relativement une bonne note. Ça, c'était la première chose. Donc, très rapidement, ma première plongée, c'était dans une piscine à 3 dans l'Aube. J'ai trouvé ce moment extraordinaire de voler en apesanteur dans l'eau, de voir des carreaux bleus, de voir des cheveux et des pansements. Et je me suis dit, quand je serai grand, je serai moniteur de plongée. À 16 ans, je m'embêtais un petit peu en cours de mécanique. Et donc, j'ai décidé d'écrire ma vie. Je serai moniteur de plongée. Ensuite, je ferai des aventures, des expéditions, des explorations. Je ferai des films, des livres. Je serai là aujourd'hui avec vous. Je ferai rêver les gens. Ça, c'était écrit. Alors, à l'âge de 21 ans, 22 ans, je deviens directeur d'une école de plongée sous glace à Tignes, en Savoie. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Il y a un lac au milieu de la station. Donc, c'est très accessible. Et là, pendant 15 ans, j'ai géré cette école pendant 15 ans. J'ai emmené des milliers de gens plonger sous la glace. Des gens qui ne savaient pas plonger. C'est-à-dire que vous ne savez pas plonger, vous n'avez jamais plongé de vos vies. Vous prenez un bloc, je vous emmène et on va découvrir ce monde merveilleux, extraordinaire de la plongée sous la glace. Cette école m'a fait aimer la glace. En fait, à force de plonger tous les jours, à force d'emmener des clients tous les jours, j'ai compris qu'en fait, la glace, elle vivait, elle bougeait. Suivant la luminosité extérieure, suivant l'épaisseur de la glace, suivant les conditions météorologiques, ça changeait. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Je suis tombé amoureux de la glace. Je suis très sensible comme garçon. Je me suis dit, mais c'est dingue comme c'est beau, comme c'est chouette. Et je me rappelle du commandant Cousteau, il m'a donné l'envie d'oser, il m'a donné l'envie d'essayer. Et je me suis dit, c'est marrant si j'allais découvrir la glace un peu partout dans le monde. Parce que je me renseigne un petit peu, je regarde les scientifiques aussi qui font des choses. Et puis je comprends que, en fait, des fois, quand il y a des carottages en Antarctique, elle nous raconte notre histoire, cette glace. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est fou. La glace, elle est hyper solide, elle a écrasé les bateaux des premiers explorateurs, on va en parler juste après. Hyper solide, hyper forte et puissante. Et en même temps,
aujourd'hui, elles font et elles jouent sur le climat de la planète. Et je me suis dit, bah, la glace, j'ai envie d'en savoir plus et je vais dédier ma vie à ce monde polaire. En parallèle, donc, j'ai géré cette école pendant 15 ans. Je l'ai revendue en 2015 et je vais vous en reparler un peu plus tard. J'ai monté une autre école qui s'appelle l'École des explorateurs à Tignes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc en parallèle, j'ai géré cette école de plongée sous glace l'hiver et le reste de l'année, j'avais une autre école, une école de plongée souterraine dans le Lot. Je trouvais original de côtoyer l'inconfort. Je trouvais intéressant de tutoyer les galeries, de me faire confiner dans des endroits petits et étroits. Et en fait, sans le vouloir, à force de plonger des fois avec des clients ou des fois tout seul, me retrouver dans des grottes, dans le noir, profond, dans un labyrinthe. Je trouvais que c'était intéressant psychologiquement. Alors j'ai peut-être des soucis, hein, je ne sais pas. Pour autant, ça m'a forgé un mental. Et j'ai, sans le vouloir, aimé le confinement. C'est bizarre, hein? Ouais. Il fallait que je vous le dise. Eh bien, tout ça, ça m'a donné l'expérience, le fait de plonger sous les plafonds, que ce soit dans les grottes ou que ce soit sous la glace. Et cette expérience, je me suis dit, mais maintenant, je vais pouvoir m'en servir dans le monde des expéditions, dans le monde des explorations. En 2008, 2007, je crois, je suis contacté par l'équipe de Jean-Louis Etienne, d'ailleurs. À l'époque, il allait faire l'expédition qui s'appelle Total Polar Ship. Total Polar Ship, c'était un dirigeable qui devait partir au-dessus de l'océan Arctique et son projet ne s'est pas fait. Et en fait, c'est là où j'ai commencé mes premières rencontres avec des aventuriers. Jean-Louis Etienne m'a fait rêver quand j'étais gamin aussi, bien évidemment. Il y a plein de gens qui m'ont fait rêver. Il y a dans la salle, je ne dirais pas qui, parce qu'ils vont rougir, mais ils m'ont fait rêver, ils m'ont donné l'envie d'eux. Et donc, c'est le premier pas que j'ai dans ce monde de l'aventure. Et puis, à force de rencontrer ces gens-là, je me suis dit, ben voilà, comment faire pour partir à l'aventure? Et ben, je me suis dit, je vais faire comme eux, je vais tenter. Et je me suis posé la question, première chose, est-ce que je vais faire de l'aventure ou est-ce que je vais faire de l'exploration? Est-ce qu'il y a une différence? Peut-être pour vous, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une différence entre un aventurier, une aventurière, et un explorateur, une exploratrice? Ça, c'est ma définition des choses. Je ne vous demande pas d'adhérer, hein, mais en tout cas, je me suis dit, pas Jean-Louis Etienne, Mike Horn, c'est un petit jeune qui débute. Vous connaissez Mike Horn? Bon, pas très connu encore, mais ça va venir. Mike Horn, que j'aime beaucoup, c'est l'aventure pure et dure, l'exploit sportif, aller plus vite, aller plus loin. Pour moi, c'est un aventurier. En revanche, l'explorateur, l'exploratrice, et il y a une faute d'ailleurs, non? Ah non, je croyais qu'il y avait une faute. On est dans une connotation scientifique. On est dans quelque chose qui sert, qui donne du sens à son projet. Et j'aime bien cette idée d'Ernest Shackleton, on va en parler juste après, avec Nicolas. Ernest Shackleton, en fait, eh bien, il avait sur son bateau, c'est un explorateur, il emmenait sur son bateau des scientifiques, des cartographes, des géographes. Eh bien, c'est ça, moi. Ce que j'aime dans l'exploration, c'est la découverte. Aujourd'hui, on ne découvre plus des nouveaux territoires. Aujourd'hui, on va mieux comprendre l'évolution du monde. On va travailler les détails. Aujourd'hui, l'exploration continue. On a tout à y faire. Les projets comme Tara qu'on a vu juste avant, les projets comme PolarPod, tous ces projets qui existent. Jacques Rougerie, moi je dis bravo, parce qu'il en faut encore et encore. Eh bien, je me suis dit, je vais faire de l'exploration. Je vais devenir explorateur polaire. Alors, je vais devenir explorateur polaire, c'est un bien grand mot, il faut juste donner un mot dans ce qu'on fait. Donc, parfois, on me dit, je suis explorateur polaire. J'ai réalisé plusieurs expéditions, j'ai participé à différentes expéditions. La première, c'était pour l'entraînement, c'était en mer Baltique. On était toute une équipe et on s'est entraîné là-haut. Alors au début, on n'avait quasiment pas d'équipement, on n'y connaissait que dalle. Et on est parti à plusieurs, sur les conseils de Jean-Louis Etienne d'ailleurs, avant de partir au pôle Nord géographique. Pôle Nord géographique. Alors on est à 70 km du pôle Nord géographique. L'axe de rotation de la Terre, moins 50 degrés. Mon collègue qui pleure parce qu'il se gèle le doigt. C'était génial, l'aventure avec un grand A. J'ai trouvé ça superbe. Et puis, donc on se retrouve pôle Nord. C'était
Under the Pole 1, la première expédition. Donc je m'occupe de la partie plongée. Je suis responsable de la partie plongée sous la banquise. Un rêve. Vous imaginez plonger sous la banquise arctique. 4000 mètres de fond, vous avez vu des images. Une glace à n'en plus finir, la glace qui bouge, qui craque, qui vit. Et là, température de l'eau, donc on arrive fin mars, 26 mars de mémoire, 2009 ou 2010. Et première plongée, 200 mètres de visibilité. Très noir, vous imaginez, 4000 mètres de fond. Et là, la glace, elle est bleue. La glace descend jusqu'à 20-25 mètres de profondeur. On a la glace monoannuelle, pluriannuelle, tout ça c'est aggloméré. C'est magique, c'est un monde à part, c'est un monde qui est difficile. Température de l'eau, donc moins 1,6 degrés. La glace, elle est dure. Le point, il rebondit, ça fait mal. Elle est vive, elle est tranchante, elle est coupante. Et puis, un mois plus tard, parce que le soleil se lève sur l'horizon, ce qui est normal, température de l'eau, elle se réchauffe à moins 1,4 degrés. 0,2 degrés de différence. Et en fait, je vous parle de cette anecdote. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où j'ai compris l'importance de la température. Vous savez, quand on parle de réchauffement, on dit plus 1 degré, plus 1,5 degré. Et moi, bêtement, je vous dis ça parce que si je pensais ça, je pense qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose que moi. C'est pour ça que la pédagogie est importante. Et bien, quand j'étais à Tignes et qu'il faisait moins 15, je me disais, c'est pas grave, dans 10 ans, quand il fera plus 1 degré, il fera plus 13, enfin moins 13 ou moins 14, c'est pas si grave. Et à moins 1,4 degré, mon point passait dans la banquise, traversait la banquise était arrondie, la glace était jaunâtre, et il y avait des avalanches, donc la glace qui commençait à se décrocher de la banquise, enfin des murs de glace, et une avalanche à l'envers, ça remontait puisque la glace flotte. Et c'est là où j'ai compris toute l'importance de la température et de la hausse de la température. À 0,2 degrés de différence, c'est le jour et la nuit. Ça m'a donné encore plus l'envie de monter mes propres projets et de continuer l'aventure. Je pars découvrir la glace en Sibérie. Alors là, on est sur une glace qui est dans un lac, bien évidemment. Le Groenland, je fais avec un ami, Vincent Berthet, 1000 km le long de la côte est du Groenland. À chaque fois qu'on crée, qu'on réalise des expéditions, il y a deux choses. Je vous parlais de la science tout à l'heure, on travaille avec des scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis avant tout moniteur de plongée. Et je ne suis pas scientifique, en revanche, je m'entoure de scientifiques. Et ils me donnent des protocoles là où je vais et ils me demandent de réaliser des choses. Donc, je ne suis qu'un ouvrier scientifique. Et donc, sur le pôle Nord, alors on avait une étude scientifique sur la qualité du sommeil, mais sur le Groenland, par exemple, on avait une mesure de la pollution atmosphérique avec le CNES. Donc, à chaque fois, on réalise des images aussi. On fait des livres, on fait des films. C'est pour nous important, la partie partage et communication. Donc, on réalise une expédition qui dure, au pôle Nord, ça a duré 45 jours, au Groenland, ça a duré 51 jours, on fait des films qui participent, pour moi, c'est important, à la pédagogie. Ensuite, l'Antarctique, la péninsule antarctique, et puis ma dernière expédition, c'était le passage du Nord-Ouest en solitaire. Donc, c'est une expédition qui a duré 62 jours, et j'ai réalisé plusieurs plongées sous la banquise pour prélever du plancton pour étudier l'ADN. C'est pas moi qui étudie l'ADN, bien évidemment, mais c'était le protocole scientifique que j'avais. J'avais aussi un protocole scientifique sur la mesure de la réactivité du cerveau en milieu extrême. C'était plat. C'était une blague. Pourquoi j'ai réalisé cette expédition, ma dernière en solitaire? C'est parce que la mission Biodysseus, je vais vous en parler juste après, pour moi, c'était quelque chose d'acté depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que je travaille sur ce projet. Je sais exactement pourquoi je veux partir et j'avais un besoin d'être crédible dans ce que je vais faire sur cette mission Biodysseus. C'est pour ça qu'en solitaire, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Là, j'ai appris sur le passage du Nord-Ouest, j'ai essayé de comprendre l'évolution de la banquise, à apprendre la banquise, à vivre avec le froid. Parce que, en tant que chef d'expédition, en gros, on est des chefs d'orchestre et chacun sa propre spécialité. Eh bien, j'ai réalisé tous ces projets, toutes ces expéditions, ça a pris quasiment 10 ans. Et maintenant, j'ai envie de passer l'étape supérieure. J'ai essayé, comme je vous le disais, d'apprendre, de comprendre le monde du froid, le monde polaire,
Et maintenant, j'ai envie de, pour moi, servir à quelque chose encore plus grand, de donner un sens à sa vie. Voilà, donc c'est pour ça que cette mission BioDCU, c'est pour moi mon prochain projet, mon bébé, j'aurais tendance à dire. Et vous l'avez vu dans la vidéo, on parle de station sous-marine de recherche dédiée à la science, à la technologie et à la formation. Alors pourquoi la technologie? C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? En 2017, je participe à un film qui s'appelle L'homme qui voulait plonger sur Mars. Et dans ce film, vous voyez ici, il y a un scaphandre spatial. Et donc c'est un scaphandre de la COMEX qui simule la pesanteur dans l'eau, donc sur la Lune. Donc en gros, parce qu'il faut savoir que dans les années 1980, la COMEX, qui est ici à Marseille d'ailleurs, a entraîné les astronautes dans leur piscine. Ils ont une piscine et en mer aussi, notamment avec ce scaphandre qui s'appelle le scaphandre Gandolfi. Eh bien, j'étais à la COMEX, je vois ce scaphandre, je trouve extraordinaire ce scaphandre, et puis les gens de la COMEX m'expliquent à quoi ça servait. Et donc j'en parle à un copain qui est réalisateur et producteur, et il me dit mais on va faire une histoire avec ce scaphandre. Et en fait, dans cette histoire, dans ce film, on part à la rencontre de scientifiques et d'ingénieurs, de chercheurs qui, un jour ou l'autre, alors la question c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est qu'un jour, l'être humain ira sur Mars. Et ça, c'est une aventure. Vous imaginez cette exploration d'aller sur Mars. Je parle bien de exploration spatiale. Je ne parle pas de conquête spatiale. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, quand on part dans ce film à la rencontre des scientifiques et de toutes les problématiques qu'ils ont pour emmener des gens sur Mars, je trouve ça intéressant parce que c'est une expédition qui va durer 3 ans. 3 ans, c'est 6 mois quasiment pour aller sur Mars et 1 an et demi sur place et 6 mois pour revenir. Vous imaginez que dans cette aventure, il va falloir qu'ils créent leur carburant, il va falloir qu'ils créent leur nourriture, il va falloir qu'ils créent leur oxygène, il va falloir qu'ils soient totalement autonomes. Et moi, ce qui m'intéresse dans la recherche spatiale, c'est le monde extrême et c'est le développement technologique qu'on peut faire qui nous sert à nous, les êtres humains. Et des fois, ça fait peur, le monde spatial, sauf que le monde spatial est bénéfique pour plein de choses. Et je vais prendre souvent l'exemple des couches culottes, qui ont été développées pour les astronautes. Et la technologie, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle fasse peur, si elle est utilisée à bon escient, la technologie nous permet aujourd'hui, grâce à des satellites, d'observer le monde, d'observer la pollution, de se préparer à des catastrophes climatiques, etc. Donc la technologie est intéressante. Eh bien, cette station, je l'ai voulu, comme je vous le disais, qu'elle soit dédiée à la science, à la technologie et à la formation. On va en parler tout à l'heure sur la partie formation. Je pense que vous connaissez la stratégie polaire de la France à l'horizon 2030. Et dans ce rapport, qui est sorti en 2021, on parle du monde polaire, en règle générale, de l'Antarctique et de l'Arctique. Et cette base sous-marine, cette station BioDCU, je veux qu'elle soit immergée en Arctique. Alors, j'ai repris quelques phrases qui sont dans ce rapport et qui peuvent servir, qui résument un petit peu l'objectif de la France à l'horizon 2030. C'est soutenir à l'échelle européenne et internationale une recherche au long cours, innovante et exemplaire. Réinvestir pleinement l'Arctique. Quand ils disent ça, pourquoi? Parce qu'on a des bases en Antarctique, on a la base du Mont d'Urville, on a Concordia, à moitié avec les Italiens, et on n'a pas grand-chose en Arctique. En Arctique, on le sait tous, l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. En Arctique, on a une base internationale et on a Tara qui va pouvoir emmener des scientifiques. On a le Ponant avec le commandant Charcot qui de temps en temps va emmener des scientifiques aussi en Arctique. Et en fait, on n'a pas grand-chose. Et si on veut protéger le monde, il faut en connaître son évolution. Et c'est ça qui est important. Il faut connaître l'évolution, il faut en connaître les détails. Et je vais y revenir après, je vais vous prendre souvent un exemple. Donc les pôles, l'affaire de tous, éducation, médiation culturelle, réintégrer la science française dans la recherche en Arctique et une recherche aux avant-postes de l'innovation, de l'exemplarité environnementale. L'Arctique est un lieu de découverte pour des solutions innovantes en matière de connectivité, d'économie circulaire, de production d'énergie locale, de traitement des déchets et de télémédecine. Il y a tout à faire en Arctique. Et je prends souvent un exemple
Parce que moi, je crois en 4 choses. Je crois en la science, en la technologie, en la pédagogie et en l'éducation. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les années 1980, vous vous rappelez tous cet exemple de, vous savez, de trou dans la couche d'ozone. Dans les années 80, la science, en Antarctique, découvre qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Je vous le fais rapide. Ça, c'est les années 80. Les ingénieurs se disent, mon Dieu, c'est les gaz CFC qui sont notamment derrière les frigos, qui posent problème pour l'environnement. Et donc en 1985, des pays, 26 ou 27 pays, signent un accord et interdisent les gaz CFC, c'est le protocole de Montréal. Et ça veut dire que 30 ans plus tard, le trou dans la couche d'ozone se résorbe. Il n'est pas fermé, mais il se résorbe. D'où mon intérêt à être optimiste, et il vaut mieux être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a toujours raison, et d'où mon intérêt à retourner en Arctique, parce que la place de la France, de l'Europe, est très peu présente en Arctique. On parle aussi de budget, très rapidement, hein, donc c'est sur ce rapport, hein, 18 millions d'euros. La France, vous avez remarqué, on est les champions de rien donner à la recherche polaire et à la gestion des infrastructures et de la logistique. On n'a pas d'argent en France. Alors c'est bien évidemment pour ça que cette base de station de recherche, Biodicéus, a la science, parce que c'est important, mais va être financée principalement par la technologie. Je vous parle de stations sous-marines, je vous parle d'habitats sous-marins, mais il faut savoir une chose, c'est que je n'invente rien. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que j'inventais tout, mais je n'invente rien. Il faut savoir que les premières idées d'habitats sous-marins, ça a commencé en 1930. En 1930, des ingénieurs américains ont commencé à travailler sur un habitat sous-marin. Ça ne s'est pas fait. En revanche, dans les années donc 58, 59, 60, 1960 à peu près, on a les Américains qui ont commencé à créer des habitats sous-marins. Et le premier s'appelait Robert Steinwith, c'est le premier qui s'est immergé sous la mer avec le fils de Charles Lindbergh. Donc ils ont réussi, dans ces années-là, à vivre à 130 mètres de profondeur. Ensuite, cocorico, notre ami Jacques-Yves Cousteau, vous vous rappelez, il m'a fait rêver quand même, hein, a réalisé 3 expériences qu'on appelle précontinent. Précontinent 1, ils ont réussi en 62 à vivre une semaine sous la mer ici à Marseille. Précontinent 2, en 1963, ils ont fait 1 mois entre 10 mètres et 60 mètres de profondeur en mer Rouge. Et précontinent 3, en 1965, le commandant Cousteau et son équipage, ils ont fait 1 mois à 100 mètres de profondeur. Vous imaginez, dans les années 1960, c'est dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Eh bien, fort de toute mon expérience, de tout ce que je vois sur le monde arctique, du manque de budget, je me suis dit, mais on va faire quelque chose, on va créer un habitat sous-marin nouvelle génération, un habitat sous-marin avec les technologies de 2023, 24, 25. Eh bien, c'est celle-là, c'est cette station de recherche sous-marine Biodicéus. Alors, juste la petite histoire, Biodicéus, ça vient d'où? Généralement, les gens ne comprennent pas le mot Biodicéus et ils n'arrivent pas à le dire. Mais c'est un petit clin d'œil au commandant Cousteau parce que c'est son équipage, quand il vivait dans des habitats, hein, dans des maisons sous-marines pendant le précontinent, il appelait ses plongeurs, il appelait ses équipages des océanautes. Et en fait, le commandant Cousteau, il a prouvé que l'homme, commandant Cousteau et les autres hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 66 maisons sous la mer hein, depuis 1960, hein, donc c'est pas nouveau. Hein. Eh bien, en fait, ils ont prouvé, toutes ces expériences ont prouvé que l'homme pouvait travailler sous la mer. C'est ce qui a donné le début des scaphandriers et des travaux sous-marins. Eh bien, comme c'était des océanautes, les gens qui travaillaient dans les maisons sous la mer, nous, on va plutôt étudier la biodiversité. Donc, on va devenir des biocéanautes, petit clin d'œil au commandant Cousteau. Et la mission Biodicéus, c'est l'Odyssée des biocéanautes. Alors, c'est un résumé, je vais revenir un peu plus en détail dessus. Elle va servir à explorer et observer au cœur du réacteur climatique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et on le sait,
l'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Ce qui va être important, c'est de rester au même endroit. On va être le seul projet qui ne bouge pas. Tous les autres projets qui sont extraordinaires, Tara, vous, PolarPod, ben en fait, ils vont se laisser dériver. Eh bien, nous, on va rester au même endroit. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour les scientifiques, entre autres, c'est de pouvoir avoir une évolution sur plusieurs années. Mais c'est un minimum de 6 mois. Si on ne reste pas au même endroit pendant un certain temps, ça peut leur manquer et c'est ce qu'on va leur apporter. Donc, on va se mettre à un endroit pendant un certain temps et on ne va pas bouger. Et on va observer et explorer les alentours. On va analyser, comprendre l'évolution de l'environnement parce qu'on va rester au même endroit, communiquer et partager puisque on aura une station qui sera connectée par satellite, protégée, informée par le biais de programmes pédagogiques. Moi, vous savez, je n'ai pas fait d'études, je suis juste moniteur de plongée, mais j'ai appris et je me suis intéressé parce que d'une manière ludique, parce qu'on m'a fait rêver, j'ai appris les choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont donné l'envie d'apprendre. Bon, on en parlait ce matin aussi d'ailleurs, ce que vous faites, c'est exactement ça. Donc la pédagogie, pour moi, c'est primordial dans un projet. Sensibiliser, fédérer d'une manière positive. Alors, je disais juste tout à l'heure, là, c'est pas de moi cette phrase d'ailleurs, je crois que c'était un chirurgien américain qui disait il vaut mieux être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a toujours raison. Le protocole de Montréal, je vous prenais l'exemple, en est un exemple des choses qui peuvent aller dans le bon sens. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais je ne suis pas là pour culpabiliser les gens. Et c'est vraiment la manière dont on va communiquer, c'est de donner l'espoir. Parce que cette station de recherche est un laboratoire et c'est aussi un démonstrateur d'espoir. Tester, innover, donc ça c'est la partie technologique. On va pouvoir tester dans les conditions extrêmes des technologies qui feront le monde de demain. On va agir et démontrer. Puisque derrière, du moment où vous démontrez que des choses existent, que des choses peuvent fonctionner même en conditions difficiles, c'est beaucoup plus compliqué de dire ben non, ça ne marche pas. Et ensuite, on va former et préparer les personnels qui s'engagent dans le monde spatial, entre autres. On va le développer après. Au niveau de la technique, ça c'est la coupe bien évidemment de la station mère, hein, parce qu'en fait, elle va pouvoir évoluer cette base. Elle fait 24 mètres de long, 2,30 mètres de large. C'est pas très large, je vais vous dire pourquoi. Il y a 4 modules de 6 mètres de long qui seront interconnectés. En gros, c'est quoi? Vous savez, ce projet, en termes de budget, on est à peu près sur 20 millions. C'est pas rien, 20 millions. Mais je fais comme si c'était mon argent. C'est pas moi qui vais le payer, hein, bien évidemment. Mais en gros, je me suis dit, comment on va pouvoir faire un projet qui a du sens, qui sert à quelque chose, en réduisant les coûts? Eh bien, vous connaissez les caissons qui sont dans les hôpitaux, qui sont les caissons de recompression notamment. Voilà. Eh bien, en gros, c'est des caissons, donc c'est des choses qui existent, qui seront interconnectées. Donc, c'est de cette manière qu'on aura 4 caissons qui font 6 mètres de long, 2,30 mètres de large, 8 tonnes, qu'on va pouvoir déplacer. Elle sera immergée à 10 mètres de profondeur. Alors, pourquoi 10 mètres? Ça peut être 7, 8, 9, ça peut être 12, 13, hein. C'est à peu près. Pourquoi? Parce qu'en Arctique, là où on veut le mettre, a priori, il y a un marnage de 2,50 mètres. Donc, il faut quand même se laisser de l'espace. Et ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est l'univers dans lequel on évolue. C'est le froid, c'est la nuit polaire, c'est la biodiversité, c'est la glace, et c'est aussi pour les entraînements, potentiellement pour des gens qui iront dans l'espace. Et à pression atmosphérique. Pourquoi à pression atmosphérique? Parce que tous les projets, et aujourd'hui il reste une base, sauf erreur de ma part, il reste une base sous-marine qui existe en Floride. C'est ça, hein, Nico, hein? Il n'y en a qu'une. Hein, voilà, a priori, il en reste une, qui est des années 80, qui va bientôt arrêter parce qu'elle est assez vieille maintenant. Et donc, pour aller dans cette base, il faut déjà être formé, il faut être plongeur expérimenté, il faut être plongeur à saturation. Donc déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, rappelez-vous, j'ai passé 15 ans de ma vie à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace, donc avec un peu d'entraînement, avec un peu de diplôme de plongée, mais assez succinctement et assez facilement, on va pouvoir donner l'accès à l'intérieur de cette base à des scientifiques, à des ingénieurs, à des chercheurs. Alors, là, ici, on voit une banquise au-dessus, là, un camp de base. C'est un peu le Houston. Vous savez, Houston, le camp de base. En dessous, un trou. Et vous avez la station qui est ici.
la station de recherche. Et ici, vous avez une bulle. On va en parler juste après, parce que c'est à quoi ça sert cette bulle. Alors, quelques chiffres. Température de l'eau, moins 1,6 degrés. Nous aurons à l'intérieur de l'habitat 4 personnes en simultané. Ça veut dire que nous aurons au début, parce que cet habitat est voué à évoluer avec le temps. Ça veut dire que derrière, on a une station mère, vous l'avez vu, et on va pouvoir rajouter des modules par la suite. Donc au début, on va commencer par 4 personnes. Ça veut dire que moi, je serai à l'intérieur. Pendant les 6 premiers mois, je vais pouvoir accueillir 3 personnes, ingénieurs, scientifiques ou potentiellement astronautes. On aura un robot sous-marin pour aller encore plus profond si besoin. On a une bulle de réunion sous-marine. C'est ça, alors j'ai appelé ça une bulle de réunion sous-marine. C'est un studio d'enregistrement. C'est quoi? C'est tout simplement, si jamais, moi je vais faire les 6 mois intérieurs, l'idée c'est que je ne sorte pas du tout à l'extérieur. Pourquoi? C'est parce que c'est aussi une recherche clinique par rapport à l'homme pour aller sur Mars. C'est 6 mois de voyage. Donc l'idée c'est de rester confiné dans cet habitat, de sortir en plongée, mais de ne pas sortir à l'extérieur. Donc ici, ça peut être des rencontres avec un médecin, un dentiste, si jamais il y a des soucis quelconques. Et c'est aussi pour accueillir des journalistes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous ces projets-là, on parle de pédagogie, on parle de financement, bien évidemment. Donc il faut communiquer, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut faire de la pédagogie. Donc nous avons une bulle de réunion sous-marine, et comme on a passé 15 ans de ma vie avec mon équipe, qui n'a jamais, les gens ne savaient pas plonger, on vous emmène plonger sous la glace. Ils vont pouvoir aller à l'intérieur, donc c'est une petite bulle, ils rentrent, ils sont au sec. Nous, on les rejoint ici, on va pouvoir réaliser des interviews ou avec les médecins éventuellement faire des bilans sanguins ou autres. On a une base de vie en surface, on l'a vu ici, et dans cette base de vie, on aura des choses à tester. Ici, par exemple, vous avez un habitat lunaire. Pourquoi? Parce que je travaille à une entreprise marseillaise d'ailleurs, qui s'appelle Spartan Space. Ils ont un habitat lunaire. Potentiellement, cet habitat donc ira sur la Lune, mais avant, il faut le tester. Donc, si on le fait dans le monde arctique, on peut potentiellement avoir des vents catabatiques qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h. On peut avoir des températures très, très, très extrêmes, moins 60 degrés. Donc, c'est aussi la manière de tester des matériaux. Sur cette base vie, on sera une dizaine, dont 3 scientifiques, parce que nous allons avoir un laboratoire mobile également. Parce que je vous parle beaucoup de biodicéus, mais en surface, on va avoir une logistique pour accueillir des scientifiques. Ça veut dire qu'on va pouvoir en avoir en surface, on va pouvoir organiser des expéditions à partir de la base, et puis on a la base aussi sous-marine. Donc en fait, on a 3 laboratoires, un dans la station, à l'intérieur, un qui sera ici, qui sera mobile, et un qui est sous-marin. En fait, on a 3 laboratoires, 6 scientifiques, en tout cas pour commencer, et en tout, 10 personnes en haut et 4 personnes à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut avoir une base pour 14-15 personnes. Je vous parlais tout à l'heure de cette base qui va être transportable. Transportable, alors j'ai réfléchi, basiquement, je me suis dit, mais Précontinent 2, le projet du commandant Cousteau, il a laissé sa base, elle est au Soudan, elle est encore aujourd'hui, vous pouvez la visiter, mais elle est en train d'être malheureusement abîmée, mais il l'a laissée. Et je trouve qu'en 2023, 2025, bientôt, on ne peut pas laisser les choses. Donc cette base, il faut qu'elle soit transportable facilement et le moins cher possible. On réduit les coûts. Eh bien, c'est pour ça qu'elle fait 2,30 m de large, parce que c'est une base qui va pouvoir être transportable dans des conteneurs. C'est la taille d'un conteneur. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est le moins cher et le plus facile pour transporter des choses à peu près partout sur la planète. Elle sera accessible, je vous parlais tout à l'heure sur la pression atmosphérique, ça veut dire qu'on va pouvoir accueillir le plus grand nombre possible de personnes, des scientifiques, des ingénieurs, plus profonds, puisque c'est l'univers dans lequel on évolue qui nous intéresse. Elle sera évolutive, je vous disais tout à l'heure, on a la station mère qui fait 24 mètres de long, et on va pouvoir ajouter des petits modules qui font 2 mètres, 3 mètres de large, qu'on va pouvoir connecter sur le côté. Ça va dépendre du budget. On verra ça dans un second temps, mais ça veut dire que derrière cette base, potentiellement, on pourra l'ouvrir à 4, 5, 6 personnes, éventuellement. Et elle sera pérenne. Cette base, on l'a construite pour 6 mois, on l'a construite pour au minimum 20 ans d'exploitation. Et elle sera mise à disposition des scientifiques et des ingénieurs. On va plonger ensemble. Retenez votre souffle. Et on va la découvrir. Ensuite, je vais vous emmener à l'intérieur de la station. Alors, à la station, là, on descend. Vue du dessus, on voit, c'est 4 modules, on voit les connexions.
Vous connaissez ça? L'ange de mer arctique. Ça ressemble un petit peu, c'est aussi le petit clin d'œil entre l'ange de mer arctique. Au-dessus, donc, on a une espèce de coiffe qui va protéger d'un côté le hangar sous-marin, de l'autre côté le laboratoire. Donc là, elle est transparente pour qu'on puisse voir dessous, hein, mais il y a une espèce de coiffe. Et ici, à l'arrière, vous vous demandez bien ce que c'est, parce que ce n'est pas des panneaux solaires, hein, vous avez bien compris. Mais c'est des endroits où on va pouvoir laisser des outils et des instruments scientifiques. Tout ça, ça sera, en fait, il y aura un appel d'offres, hein, et on va pouvoir l'équiper. Et donc, elle sera équipée surtout sur l'arrière. Ensuite, ici, elle n'est pas, c'est pas des moteurs. Il ne faut pas penser qu'on va partir, qu'on va bouger. Cette base ne bougera pas, sauf si on décide de la dépasser plus tard. Mais alors, on viendra après. Là, on va aller à l'avant, là, le petit plongeur qui est là-haut à gauche, là. Et à l'avant, regardez. Voilà, il y a une espèce de coupole avec vue sur la mer, vue sur un point d'intérêt. Ici, vous avez le hangar sous-marin. Je vais faire vite parce qu'en fait, le temps passe vite. Voilà, donc ça, c'est devant, hein, avec vue sur des points d'intérêt. Parce que ce qui va être intéressant, c'est d'être à un endroit précis et de voir l'évolution de l'environnement. Ça, c'est l'arrière. Je vous le parlais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas des moteurs, c'est potentiellement des hydroliennes. Ça, c'est des choses qui risquent de ne pas fonctionner à un endroit précis, surtout quand on va se mettre à l'abri. Mais potentiellement, on va l'équiper parce que ça pourrait fonctionner dans d'autres projets ou d'autres environnements. Ça aussi, c'est une autre hydrolienne que vous voyez ici le long, là, à tester. C'est des prototypes. À chaque fois, on n'a quasiment que des prototypes. Et c'est ça qui intéresse aussi la technologie, c'est d'avoir des retours sur leurs matériaux et sur leur comportement en milieu extrême. Voilà, ça c'est l'arrière aussi. Ici, ces panneaux que vous voyez là, alors je vous disais, ce n'est pas des panneaux solaires, on est bien d'accord. C'est aussi des instruments. Et c'est aussi parce que je vous parlais tout à l'heure de la formation. La formation, il faut savoir que, encore une fois, qu'on le veuille ou non, c'est que demain, il y aura des gens qui iront sur la Lune, et ces gens-là, il y aura des électriciens, des plombiers, des médecins. Ces gens-là, il va falloir les former. Et ces gens-là, il va falloir les former. Donc, on a des outils qui ressemblent à la station, à l'ISS, où on va pouvoir, sous l'eau, former les gens avec des casques à réalité virtuelle pour s'imaginer comme s'ils étaient dans l'espace, dans les conditions les plus proches de l'espace. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur. Donc, on a un sas à l'intérieur. On va équilibrer les pressons. Je me dépêche. Hein, j'ai commencé en retard en plus. J'ai commencé en retard. Hein. J'ai jusqu'à quelle heure hein je commence à devoir t'énerver. Donc, vous allez rentrer dans un sas. Ensuite, vous avez une pression. Donc, je vais me dépêcher un peu sur le parcours là. Ensuite, vous avez, alors sur le côté gauche, des couchettes, vous avez la douche, vous avez une partie technique, on va y revenir après, vous avez un laboratoire à l'intérieur et vous avez, ça c'est la vue de l'intérieur hein, avec le laboratoire, et vous avez l'avant où on va pouvoir aussi partager des moments avec l'équipe. Alors, il manque la cuisine, il manque 2-3 trucs, mais c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et ici, vous avez un bras articulé qui va ressembler à celui de l'ISS pour l'entraînement des astronautes qui vont pouvoir venir avec un casque à réalité virtuelle s'entraîner quasiment, alors ce ne sera pas exactement le même parce qu'il coûte un peu cher le bras articulé de l'ISS, mais on aura un bras qui ressemblera au plus proche de ce qui existe en haut. Donc, l'Odysseus, ça a été conçu pour devenir une sentinelle sous-marine dédiée à l'observation en continu. C'est ça qui est important, c'est de rester au même endroit pendant un certain temps, de récolter des données, de pouvoir les fournir aussi, de créer une bibliothèque d'images, d'étudier la science des facteurs humains, le milieu extrême et confiné. C'est important, hein, cette partie humain, c'est pour ça que je fais les 6 mois à l'intérieur, c'est parce que pour moi, elle est importante, cette notion technologique, notion de l'étude de l'homme. Hein. Donc, on aura ça. Ensuite, on a ce qui permettra aux scientifiques, ingénieurs et chercheurs d'étudier un environnement trop méconnu en perpétuelle évolution. On va pouvoir, donc je le disais tout à l'heure, former des gens dans le domaine du spatial en testant, en innovant des technologies en milieu agressif. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de la base lunaire. La partie pédagogique, on sensibilise le grand public et on répond surtout à un manque de moyens financiers des États. C'est une donc plateforme mutualisée dédiée à la science. Ça sera une station équipée d'instruments scientifiques, inventaire et suivi. On va analyser l'impact de l'activité humaine et anthropique,
la suivi clinique, comprendre la manière dont les espèces s'adaptent au changement. Tout ça, on va pouvoir le faire parce qu'on reste longtemps sur place. Et on va pouvoir étudier la photosynthèse pendant la nuit polaire. Ensuite, la partie technologique. Donc, on va pouvoir étudier ce qu'on appelle un photobioréacteur. Photobioréacteur, vous l'avez vu dans le schéma, c'est un truc qui est à peu près vert, c'est une microforêt. Pourquoi une microforêt? Parce que quand les gens iront sur Mars, ils risquent d'avoir, ils vont avoir besoin d'oxygène, et l'oxygène risque de se faire grâce à ce photobioréacteur, c'est des tubes remplis de microalgues qui, grâce à la photosynthèse, à la lumière, font de la photosynthèse, captent votre CO2 et refournissent de l'oxygène. Aujourd'hui, il n'y a que des rats qui ont respiré grâce à un photobioréacteur. Donc nous allons le tester dans cet habitat sous-marin. Il faut savoir une chose, hein, c'est que nous, c'est une station sous-marine qui sera maîtrisée. Toutes les technologies sont maîtrisées. Ça veut dire qu'on va pouvoir tout isoler et tester, par exemple, le photobioréacteur. Donc on serait a priori les seuls humains pour l'instant à respirer. J'espère que ça va marcher. Ensuite, on va pouvoir cultiver des salades sous la mer, donc de tester tout. C'est des choses qui existent aussi, hein, mais en fait, c'est de le développer dans le monde extrême qui est intéressant. On va pouvoir être alimenté par des énergies dites propres. Alors, on va pouvoir tester l'hydrogène vert. Je dis bien tester. Hein. On a des motoneiges, par exemple, qui seront transformés. Le moteur thermique, on va le transformer en moteur à l'hydrogène. En fait, ça va marcher ou ça va pas marcher, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'on veut des informations, on veut des tests. C'est ça qui nous fera, qui fera évoluer notamment les technologies. Les suivis médicaux, le recyclage de l'eau et de l'air, bien évidemment. Et puis la santé. Je vous parle de technologie, des fois ça fait peur. Je voulais juste prendre des exemples aussi parlants. Il y a une entreprise qui serait intéressée de venir parce qu'ils travaillent avec l'ISS. Donc ils envoient des prototypes quelquefois dans l'ISS. Et des fois ça ne marche pas. Et ça vaut très très cher d'envoyer des choses dans l'ISS. Et eux ils sont intéressés parce qu'ils sont dans les laboratoires. Et dans les laboratoires, ils maîtrisent des technologies. Et si ça va dans l'ISS et que ça ne fonctionne pas, ils font un peu la gueule. Donc nous, on va pouvoir emmener leurs prototypes, ils vont miniaturiser leurs prototypes, ils vont venir avec dans la station, ils vont pouvoir tester les ingénieurs et de voir si ça fonctionne ou pas. Et on a donc 2 personnes qui sont intéressées pour tester une imprimante en 3D parce que demain, les organes seront imprimés en 3D grâce à des cellules souches. Donc tout ça, va falloir le tester. Et nous, on est l'entre-deux, on est entre les laboratoires et l'ISS. Et la partie plongée, donc de pouvoir encadrer des scientifiques, de pouvoir encadrer éventuellement du personnel spatial, donc des gens qui iront dans l'espace, et aussi d'avoir des suivis d'entretien de programmes scientifiques. Il y aura des choses qui seront mises en place sur du long terme qu'on va pouvoir nous aussi suivre. Il n'y a pas forcément besoin que les scientifiques restent tout le temps non plus sur place. J'ai bientôt fini. Je me dépêche. Je vous disais, c'est un laboratoire d'idées. Donc, avant chaque départ, je vous ai tout à l'heure dit que maintenant, j'ai monté l'école des explorateurs. Hein. Avant, j'avais l'école de plongée sous glace. Maintenant, c'est devenu une école des explorateurs. Eh bien, nous avons un centre d'entraînement avant que les gens puissent partir sur cette expédition, sur cette station. Donc, on va pouvoir entraîner les gens sur Tignes. À l'intérieur, donc, on a 3 personnes à temps plein, plus un chef de bord. On a un équipage qui va tourner, on aura un turnover d'équipage, mais on va limiter bien évidemment notre turnover pour éviter l'empreinte environnementale. Et il n'y a aucun mélange entre la science, technologie et formation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que de temps en temps, j'ai eu des scientifiques qui me disent « Ouh là là, mais la technologie, les ingénieurs, ça fait peur. » Alors soyons pas inquiets, les scientifiques resteront avec les scientifiques et les ingénieurs avec les ingénieurs. Je vais passer, ça on l'a dit. Programme pédagogique avec bien évidemment une station connectée, les médias, on en a parlé tout à l'heure, qui seront dans cette bulle, qui vont pouvoir venir et accéder et vivre une expérience sous-marine, et aussi la communication. Donc on fera film, livre bien évidemment, bande dessinée, et on fera participer au maximum le grand public par des directs. On l'a vu, donc la base, je vais passer aussi sur ça, hein, ça c'est un peu des exemples de programmes scientifiques qu'on peut imaginer en surface. Voilà. Et puis, je vais terminer quasiment sur cette empreinte environnementale. Bien évidemment, il faut la prendre en compte.
Donc nous allons, je travaille avec une entreprise qui calcule cette empreinte environnementale et on va pouvoir la réduire le plus possible, mais il ne faut pas se voiler la face. Bien évidemment et malheureusement, on a une empreinte quoi qu'on fasse, donc on la limite au maximum. C'est une station qui va vivre entre 20 et 25 ans. On limite déjà aujourd'hui le maximum de nos rendez-vous, beaucoup de choses en visio, le taux de rotation des équipes maximisé, c'est-à-dire que les équipes vont faire un minimum de 3 mois. Voilà, on ne va pas avoir des gens qui vont faire 1 mois. On va introduire bien évidemment la population locale, on va utiliser des énergies vertes, on va compenser bien évidemment le carbone, on va recycler déjà du matériel d'expédition. Il faut savoir qu'on a déjà un habitat, on a déjà un caisson en fait qu'on a récupéré qui était à l'abandon depuis 17 ans, donc on recycle déjà des choses. On va prioriser les journalistes qui maximiseront leur trajet pour multiplier les reportages sur site. On réduit les déchets en amont. Et puis bien évidemment, la partie sous-marine, on va essayer de réduire au maximum notre empreinte. Ça, c'est la base ATIGNE. Base ATIGNE, 25 ans d'expertise. D'ici 1 an, on va y mettre un habitat sous-marin, un mini-habitat sous-marin déjà pour pouvoir commencer la partie technologique et recherche technologique et pouvoir commencer à entraîner les gens. On a un encadrement professionnel. Et le gros avantage de TIGNE, c'est que tout est à proximité et tout est facile d'accès et les coûts sont totalement réduits. Nous avons commencé à, bien évidemment, communiquer. On a commencé à communiquer en octobre. Donc c'est il y a quelques mois seulement. Aujourd'hui, on est maintenant on continue la recherche de partenaires. Donc on a déjà pas mal de partenaires. On continue parce que c'est très très long, bien évidemment. Et en parallèle, on va commencer à chercher les sous pour un départ, on l'espère, fin 2025, qui sera plutôt un peu plus tard. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, merci.